Salut à tous, c'est chouette de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la vie en voilier où on va parler aujourd'hui du choix du bateau. Alors la première chose, c'est de ne pas se précipiter, ok? Parce que souvent, l'envie de vivre sur un voilier peut nous faire des erreurs de jugement ou d'appréciation. Alors les premières questions qu'il faut se poser, les amis, c'est un bateau, d'accord, mais pour en faire quoi? Vivre à bord au port et faire quelques sorties à l'année? Uniquement comme loisir quelques jours par an? Ou pour un long voyage? Ensuite, combien de personnes vont vivre à bord? Quelle est l'expérience de l'équipage? Est-ce que ça va être un bateau à moteur ou à voile? Un monocoque ou multicoque? Plutôt un bateau neuf? Un bateau d'occasion récent? Ou bien un plus ancien? Est-ce que j'ai les moyens financiers et quels matériaux de construction choisir? Alors ça, je l'aborderai dans les prochaines vidéos parce que vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses à dire. Alors commençons d'abord par les deux types de bateaux. Il y a le bateau à moteur et le bateau à voile qui sont vraiment deux styles de navigation bien différents et on va voir ensemble pourquoi. La principale caractéristique du bateau à moteur est sa rapidité et sa puissance, ce qui permet de réaliser des traversées rapidement et de réduire les distances, ce qui est un avantage aussi en cas de changement de temps pour se mettre rapidement à l'abri. Alors il faudra bien sûr prendre en compte l'autonomie du bateau avant de naviguer. Ça me rappelle le nombre de pannes cet été en Bretagne pour souvent des pannes moteurs dues à une mauvaise anticipation de la consommation de carburant. Cela implique donc un coût de carburant bien plus important et cela pourrait être un vrai problème si un jour nous manquons de pétrole. Le voilier, lui, est équipé non seulement de différentes voiles en fonction du vent qu'il peut y avoir, mais aussi, en général, d'un moteur hors-bord, mais bien plus souvent d'un moteur in-bord. C'est une autre approche de la navigation qui demande aussi plus de techniques d'apprentissage et de pratique qu'un bateau à moteur. Je vais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée un jour d'hiver. On rentrait dans un port, on était dans le chenal, tout allait bien. Et puis juste avant l'entrée, nous avons eu une panne moteur. Heureusement, on était encore sous grande voile. Alors la difficulté, c'est que on était poussé par le vent était quand même très fort et il fallait réagir rapidement. C'était quand même pour moi tout nouveau tout ça et donc du coup heureusement qu'on avait la grande voile, on a fait un tour rapide pour voir où on allait pouvoir se mettre et puis Laurent était à la barre, donc moi j'étais prête à affaler la grande voile, elle a été affalée, on s'est mis face au vent pour pouvoir s'amarrer entre deux bateaux. C'était quand même très sportif. Ça allait très vite. Je sais que j'ai quand même eu une petite angoisse à ce moment-là, mais je suis quand même restée calme. Et voilà, on a réussi à s'amarrer. De toute façon, le gars du port n'aurait pas eu le temps de venir, comme c'est allé très vite. Je vous dis tout ça parce que finalement, on était quand même bien content d'avoir encore la grande voile à ce moment-là, parce que je pense qu'on aurait pu se mettre sur les autres bateaux, vu la puissance du vent, on n'aurait même pas eu le temps de jeter l'ancre. Tout ça pour dire que c'est quand même bien, quand on a un bateau, d'avoir le moteur et la voile. S'il y en a un qui se met en défaut, on a toujours l'autre. Allez, on va faire le tour des avantages et des inconvénients du mono, du kata et du trimaran entre plaisir, sécurité, prix et navigation. J'ai donc fait des comparaisons avec notre expérience sur le nomade et aussi d'autres personnes qui vivent sur des monocoques avec l'expérience de ceux qui vivent et voyagent sur des multicoques. Alors les points forts du catamaran sont multiples. En règle générale, les catamarans de croisière ont un rapport largeur-longueur d'environ 50%, bien que de nombreux modèles dépassent aujourd'hui cette règle. Un catamaran de 13 mètres de long mesurera environ 6,50 m de large, offrant une embarcation très stable lors de la navigation, ce qui réduit aussi la fatigue et le mal de mer de l'équipage. Alors le bonheur n'est pas vraiment dans le pré pour le catamaran, c'est vrai qu'il ne remonte pas aussi bien au vent qu'un monocoque, à moins qu'il soit équipé de dérive. Alors si vous naviguez au pré avec un angle plus large par rapport au vent, vous devrez parcourir 2 à 3 fois la distance directe pour y arriver. Alors, ils ne sont pas faits, sauf cas particulier, pour affronter des mers hors normes. Par contre, le point positif, c'est qu'ils sont spacieux, avec des tirants d'eau très faibles, qui permet de mouiller bien plus près des plages. Cependant, le risque de chavirage du catamaran par rapport au monocoque est un de ses points faibles.
Il n'y a pas plus de risque de se retourner que le monocoque, et ce genre d'incident demeure extrêmement rare et tout à fait évitable à condition de respecter un certain nombre de règles. Mais une fois chaviré, le catamaran restera à l'envers. Il est dans l'impossibilité de se redresser. Il y a un point quand même positif, je dirais. Si votre catamaran se retourne, il sombre très rarement, car il est composé de multiples compartiments, parfois insubmersibles, offrant une bonne flottabilité, même retournée. Sauf bien sûr si vous avez une voie d'eau. Mais il peut vous sauver la vie en attendant les secours, car vous pourrez toujours vous mettre sur les coques. Par contre, le monocoque, s'il est retourné par une déferlante, le fait qu'il soit moins large qu'un catamaran et qu'il ait une quille qui va jouer le rôle de balancier, va le rendre instable, ce qui va lui permettre, dans la plupart des cas, de se redresser rapidement. Alors, je vais vous lire le témoignage d'un couple avec enfants qui vit maintenant depuis des années sur un catamaran, mais qui a navigué pendant 6 ans sur un monocoque. Alors même si nous pensons que le catamaran est plus confortable, nous devons admettre que lorsque le temps devient vraiment mauvais en navigation, comme le jour où nous avons été surpris avec du 60 nœuds de vent et des déferlantes qui soulevaient le bateau et qui le rendaient très instable, nous nous sentions bien plus en sécurité sur le monocoque. Parlons maintenant des sensations. Sur un monocoque, les sensations de vitesse et d'accélération seront réelles à la barre et bien plus réactives, tandis que sur les catamarans qui sont beaucoup plus stables, les sensations seront réduites et les manœuvres beaucoup moins physiques. Parlons maintenant du trimaran. Il remonte mieux au vent qu'un catamaran qui lui sera plus sujet à des phénomènes de dérive tout en donnant de bonnes sensations à la barre. Ils sont plus rapides que les catamarans et cette différence est très significative face au vent grâce au centrage du poids dans la coque centrale qui limite le roulis. Jusque-là, il était plutôt réservé aux coureurs au large ou à ceux avides de sensations. Son espace habitable était limité car il était concentré sur la coque centrale, plus étroite que sur un monocoque. Mais depuis quelques années, on construit des trimarans qui allient vitesse, espace et confort. Il y a aussi le prao, qui est un type de voilier multicoque indonésien dérivé des pirogues à balancier des îles de la Polynésie. Le prao fait partie de la 3e famille des multicoques. Ce qui le différencie des trimarans et des catamarans est qu'il ne vire pas. Il est amphidrome, il navigue toujours le flotteur au vent en contrepoids. Alors est-ce qu'on est plus malade sur un monocoque que sur un multicoque ? Alors le mal de mer est généralement causé par de l'anxiété, de la fatigue, la faim et le froid, mais aussi accentué par les mouvements du bateau. Alors sur un monocoque, il peut donc être plus fort que sur un catamaran qui ne bouge pas de la même manière. Et pour la vie à bord, chaque action et chaque déplacement est beaucoup plus facile sur un catamaran qui navigue. C'est beaucoup plus agréable d'être dans le carré au niveau du pont avec une vue à 360 degrés plutôt que d'être coincé dans la coque d'un monocoque avec un grand manque de visibilité et en subissant la gîte. C'est vrai que c'est plus agréable de dormir sur un bateau qui ne gîte pas. Moi qui pensais dormir facilement comme un bébé, c'était loin d'être le cas. C'est vrai que les déplacements en monocoque en navigation, surtout au pré ou par mauvais temps, quand il y a de la grosse houle ou même de la petite houle, demandent quand même d'avoir une condition physique, mais ça ne suffit pas toujours. Je me souviens que les manœuvres à l'extérieur ne me rendaient pas malade, mais dès que je rentrais dans le bateau, s'il fallait que je cuisine ou même que je traverse le bateau pour aller aux toilettes, ça me rendait malade, c'était insupportable. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux avec quelques années de navigation, mais je ne suis jamais finalement à l'abri un jour d'être malade. Aujourd'hui, je peux faire des tas d'activités en naviguant, même quand le temps est un peu plus mauvais. Mais c'est vrai que souvent, j'imagine que la vie en navigation sur un catamaran doit être bien plus douce. Par contre, les coûts sont bien plus élevés que pour un monocoque. Le coût d'achat d'un catamaran est bien plus élevé que celui d'un monocoque, 50% plus cher à longueur égale, mais vous pouvez trouver des catamarans et des monocoques d'occasion à des prix très abordables. Alors sur les bateaux neufs, vous êtes tranquille quelques années en ce qui concerne les gros travaux. L'inconvénient, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas ou peu d'équipements comme le canot de survie, les voiles ou l'électronique. Et si vous faites le compte en termes d'argent, ça grimpe très vite, en plus du prix du bateau. Là encore, si vous avez beaucoup d'argent, ce ne sera pas un problème, mais c'est une réflexion à avoir lors de son choix. De plus, les bateaux neufs accusent une décote importante dès la première année. Alors un bateau d'occasion de 10 ans et un bateau ancien de 40 ans, ce n'est pas la même chose. Là encore, ça va dépendre de l'entretien qui a été apporté au bateau. Alors un bateau d'occasion a l'avantage d'être assez bien équipé. Il aura les voiles, l'électronique, le canot de survie et l'annexe.
Alors certains bateaux restent une valeur sûre et d'autres pas. Quant aux constructions amateur, on trouve le pire comme le meilleur. Alors derrière un bateau ancien, il y a souvent une histoire, il a une âme qu'un bateau neuf n'a pas. Vous pouvez aussi avoir un retour d'expérience que l'ancien propriétaire vous partagera. Alors, ce qui est surtout important, c'est de prendre le temps de tout vérifier. Et si vous n'avez pas ou peu d'expérience, essayez de trouver quelqu'un qui s'y connaît. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de vices cachés. Alors nous, sur le Nomade, nous avons passé 4 ans à la rénovation, tout en ayant un job à côté. Nous avons refait toutes les cabines, avant et arrière, mais aussi la salle d'eau, la cuisine et le carré, comme vous le voyez sur les photos. La salle d'eau, par exemple, à l'époque, était utilisée pour la douche, mais le bois et l'humidité constamment ne font pas bon ménage. Nous avons mis le bateau à sec pendant 9 mois. 9 mois à faire le maximum de travaux avant de le remettre à l'eau. Nous avons décapé le bois du safran pour le faire sécher. On y a injecté de la résine époxy très diluée et ensuite nous avons stratifié. On a aussi changé des bagues de mèche de safran ainsi que les vis de fixation du safran. La quille a été complètement sablée. Rebouchage des trous époxy, goujon de quille changé. Et la grande surprise a été la découverte de l'osmose sur la coque. Alors, un bateau osmosé ne peut pas couler. Par contre, la coque peut se délaminer si on n'y fait rien. Nous en avions quand même pas mal. En même temps, le bateau est de 1976. On ne sait pas s'il avait été fait avant par les autres propriétaires. Nous avons donc fait venir un expert qui est venu avec un testeur d'humidité qui permet d'obtenir un diagnostic plus précis. Ce phénomène se repère assez facilement, des cloques plus ou moins grandes apparaissent. Nous avons donc pelé la carène sur une certaine épaisseur, puis on a laissé sécher la coque à l'air libre pendant 9 mois. Et ensuite, nous avons appliqué de l'époxy. On en reparlera quand nous aborderons les matériaux de construction dans une vidéo à venir. Alors sur un bateau ancien, il vous faudra pas mal d'huile de coude et que parfois vous pouvez vous décourager car la liste des travaux peuvent s'allonger et les dépenses aussi, mais la priorité c'est la sécurité. Mais si l'objectif est de vivre sur un bateau et de partir naviguer, je suis persuadée que vous trouverez l'énergie. Alors une question m'a été posée par Maximilien, quelle est la durée de vie d'un bateau? Alors là, ça va dépendre de pas mal de choses. La qualité de la construction du bateau, le matériau utilisé, l'entretien qui a été apporté, son vécu, s'il a eu des échouages, des accidents. En fait, je pense qu'il n'y a pas de règle. Nous, sur notre Mélodie, qui a 45 ans, on compte bien encore pouvoir vivre et naviguer longtemps dessus. Alors n'ayant jamais navigué et vécu sur un catamaran, je pense que selon l'angle avec lequel on aborde tous les points qui composent un bon voilier de voyage, les deux options sont valables. Les monocoques, comme les catamarans, sont capables de grandes traversées. Finalement, le meilleur bateau est celui qu'on a la chance d'avoir et qui nous permet d'aller sur l'eau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir partager votre expérience, que ce soit en monocoque, en catamaran et pourquoi pas en trimaran. Ça m'intéresse et ça permet d'enrichir la communauté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.